Bonjour Quentin, merci beaucoup pour ces vœux. On te les renvoie avec beaucoup d'élan, surtout une bonne santé. Et puis on croisait des supporters qui disaient un titre pour l'OM, ce serait bien également cette saison. Donc on vous souhaite tout ça bien évidemment. Je voulais juste savoir comment s'était passé un petit peu cette coupure, si ça fait toujours du bien. Apparemment oui. Et dans quelle mesure voilà, vous redémarrez, je prenais l'expression de l'élan, avec quel élan, quelle motivation avant la réception du Havre s'il te plaît. Ces coupures font toujours beaucoup de bien. Ça permet de se ressourcer, de voir nos familles. C'est les principes de la vie, la famille, c'est le plus important. Et je pense que tout le collectif est revenu avec l'élan de la continuité de la fin de saison, de continuer sur l'élan qu'on a fait, les performances, de comprendre le coach ce qu'il demande. On commence vraiment mieux à l'assimiler. Et à la reprise, j'ai vu tous les joueurs avec la faim, surtout, avec l'envie de jouer, l'envie de montrer au coach que tout le monde peut jouer, tout le monde est présent pour postuler une place de titulaire. Et c'est ça qui est très bien, c'est que la qualité de l'entraînement est meilleure, parce que tout le monde a envie de jouer, la concurrence est saine, donc l'élan doit continuer sur la continuité de la saison dernière, de l'année dernière, je veux dire. Camille. Bonjour Quentin. Bonjour. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu cette première partie de saison? Pour toi, il y a eu une phase de blessure, après tu es revenu, tu es bien revenu même. Et tu peux me raconter aussi comment tu te sens justement dans ce rôle de piston que Roberto De Zerbi te demande. Merci. Moi, j'ai fait une bonne préparation estivale, un bon début de championnat. Après, la blessure en sélection m'a un peu coupé dans mon élan. Je suis resté patient, j'ai bossé et après je suis revenu avec encore des sensations un peu de gêne. Et aujourd'hui, j'ai plus de gêne, je me sens vraiment très bien physiquement et mentalement. Et sur le rôle de piston, moi, à Nantes, j'ai quasiment toujours joué à ce poste. Je connais ce poste. Je suis un joueur qui aime bien aller de l'avant, donc sur le côté gauche, je suis un peu plus porté vers l'avant que défensivement. Donc c'est un rôle qui me va bien. C'est un rôle où je prends beaucoup de plaisir. Et c'est un rôle où je m'amuse, où je suis performant, où je complète bien avec Adri. C'est un rôle qui me plaît et qui me va à mon profil, surtout. Tristan. Bonjour Quentin. Bonjour. En première partie de saison, l'équipe a eu des difficultés un peu au Vélodrome. Ça a été beaucoup mieux face à Monaco et face à Lille, mais qui étaient des équipes qui ouvraient le jeu, qui venaient vous chercher. Est-ce que vous craignez pas que ça soit un peu plus compliqué face au Havre, qui risque peut-être de jouer plus bas et d'être un peu une équipe comme Angers ou Auxerre que vous avez affronté? On sait que le Havre, c'est une équipe qui est en difficulté, qui est 17e au classement. C'est des équipes un peu comme Auxerre où on a fauté, mais on doit continuer sur l'élan des deux derniers matchs contre Monaco et contre Lille. C'est prendre le match au sérieux, prendre le match comme on a fait contre Lille et Monaco. Ne pas négliger certaines choses, de montrer qu'au Vélodrome, c'est nous les patrons et personne d'autre. On doit mettre de l'engagement, on doit mettre tout ce qu'on met en œuvre, tout ce qu'on a mis en œuvre contre Monaco et contre Lille, on doit le mettre dimanche soir contre l'Havre pour montrer que plus personne peut venir prendre des points au Vélodrome. Michel. Bonjour Quentin. Bonjour. Bruno t'a souhaité la bonne année, il a parlé de la santé. À toi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter sportivement, à titre individuel et collectivement pour l'OM? Et est-ce que tu peux nous en dire plus un peu sur ta coupe de cheveux? Non, mais déjà, à moi, la santé, être en forme, pas avoir de blessures. Il faut effectivement continuer à enchaîner, continuer à prendre beaucoup de plaisir, continuer à être performant. Et au collectif, au club, de continuer à prendre des points, continuer à gagner pour atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en fin de saison. Et sur la coupe de cheveux, je l'ai fait l'été dernier. Et pour être honnête avec tout le monde, le 24 au soir, j'étais avec la famille de mon père. Et j'ai papa, je crois que je vais faire la teinture blanche. Et j'ai envoyé un message au coiffeur.
Je lui ai dit, il faut que je fasse la teinture blanche. Et il m'a dit, bah, j'ai une place le 26 à 22h. J'ai passé 2 heures à faire la teinture. Je suis rentré chez moi, il était minuit et demi le 26 au soir. Et j'avais la teinture blanche, mais ça m'a brûlé le crâne quand même, je tiens à vous dire. C'est pas... Ça me plaît, hein, mais c'était douloureux quand même. Bleu-blanc. Bleu-blanc. Flo. Bon, quant à moi, je peux plus les faire, celle-ci, c'est comme ça. Je voulais te poser une question sur ce rôle offensif, sur ce but que tu mets au Vélodrome contre Lille. Est-ce que voilà, tu montes en puissance aussi dans cette capacité à être décisif offensivement? Est-ce que ce but a pu être un déclic aussi pour toi dans ce registre-là? Parce qu'on te voit, par la force des choses, beaucoup plus dans les 20-30 derniers mètres, voire dans la surface, voire face au but. Est-ce que c'est quelque chose que tu travailles encore plus, vu que tu es plus offensif qu'en début de saison? Forcément que le rôle de piston, quand le ballon était sur le côté droit, je dois fermer au deuxième poteau sur un centre. Donc forcément, je peux amener à être plus devant le but que si on joue à 4. Mais c'est sur le but de Lille, c'est vraiment l'instinct. Je ne m'attendais pas à... On ne s'attend pas à marquer un but. Le ballon, il vient et c'est l'instinct du moment qui fait que... j'ai dû crocheter, j'ai dû marquer, et bien sûr que ça m'a donné confiance, ça m'a donné envie d'en marquer encore d'autres, ça m'a donné envie d'être décisif, de faire des pas décisifs, de marquer. Moi, c'était mon premier avec l'OM, donc ça me donne envie encore d'en marquer d'autres, d'être décisif et de continuer sur les performances qu'on fait. Et surtout, on parle de mon but, mais surtout l'action qu'il y a eu, on doit continuer ces actions-là et les finir comme j'ai pu faire, peut-être pas de la même manière, mais les finir, c'est très bien. Loïc. Oui, bonjour Quentin. Bonjour. Là, on parle de l'aspect offensif. Est-ce qu'on peut revenir sur l'aspect défensif? Récemment, ton entraîneur a déclaré en conférence de presse qu'il attendait plus de ta part. Sur quel aspect il aimerait que tu progresses? Est-ce que c'est dans la façon de te placer, dans les 1 contre 1? Sur quel aspect il voudrait te faire progresser? C'est plutôt en général de concéder moins de vagues de mon côté, de gagner plus mes 1 contre 1, de mon positionnement, de mes orientations d'épaule pour gagner du temps sur le changement de posé, changement d'aile, sur plein de choses. On travaille beaucoup. Je sais que c'est mes lacunes défensivement. Ça, je le sais et je suis conscient. Je travaille énormément sur ça parce que je sais que c'est un défaut qui reste quand même important, surtout à mon poste. Donc ça, on le travaille. Je fais beaucoup de vidéos par rapport à ça. Et surtout, ce qui me demande, c'est d'être proche de l'adversaire, de ne pas laisser prendre de vitesse, de l'emmener sur le côté et de gagner de plus en plus mes 1 contre 1. Mathieu. Bonjour Quentin, rebonjour. C'était un peu la question que j'avais. C'est ça que tu as changé depuis ce match contre Auxerre. On se souvient, tu en parlais tout à l'heure, c'était un match difficile. Toi, tu es sorti à la mi-temps. Alors voilà, je voulais savoir ce que tu avais dit un peu le coach et comment tu t'es relancé. Et en plus, tu n'es pas revenu tout de suite. Tu as passé 1 ou 2 matchs sur le banc. Voilà, comment tu as traversé cette période-là avec le coach et le travail que tu as fait? Ouais, contre Auxerre, c'était pas une erreur défensive, c'est plutôt une erreur à ne pas du tout refaire. C'est une erreur de manque de respect auprès du club, auprès de mes coéquipiers. Je ne pouvais pas m'arrêter comme ça, lever les bras. Ça, c'est une erreur que j'ai fait mon autocritique tout seul. Après le match, je le redis plein de fois, j'avais pas beaucoup dormi. Avec le coach, on a discuté longuement de cette réaction. Et on sait que c'est mon défaut. Et lui et moi, on a envie d'avancer sur ça, de progresser sur ça. Parce que moi, j'ai envie d'être le meilleur possible, défensivement et offensivement. Et je sais que je dois plus bosser défensivement qu'offensivement. Donc, je mets beaucoup l'accent là-dessus pour être le plus performant possible. Bruno. Ouais, deux petites questions. On a quand même l'impression que ce schéma-là, je ne vais pas dire te va à merveille, mais te met vraiment dans les meilleures et tes meilleures dispositions. Parce que défendre quand vous êtes 4, pour toi, c'est peut-être plus compliqué, qui a été formé un cran plus haut. Voilà, tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends. Voilà. Et est-ce que justement, ça te rebooste un petit peu tout ça? Voilà. Ou est-ce que tu te dis, si on repasse à 4, ça risque d'être plus compliqué? En fait, ça ne me rebooste pas. C'est juste que comme j'ai l'axial gauche
qui est un peu plus sur le côté gauche, donc j'ai une couverture en fait si je perds mon 1 contre 1. Donc je sais que quand tu es à 4, si tu perds ton 1 contre 1, il peut facilement aller au but ou on est plus proche de la ligne vu que je suis plus bas. Quand on est par exemple, sur le pressing, quand je suis piston, je presse sur le latéral ou l'ailier il est un peu plus bas. Donc c'est juste question de confiance et on va dire que ce rôle me va bien parce que je suis moins exposé défensivement. Mais il y a des choses qu'on a vues sur les matchs que j'ai pu faire à 5 que je dois améliorer sur mon placement, sur mon positionnement. Le coach est très perfectionniste, donc on a analysé les matchs que j'ai pu faire. Il y a encore des trucs à travailler, mais c'est juste à peaufiner et à améliorer. Et la deuxième question. Et je voulais savoir comment tu te positionnais. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête là au moment de redémarrer donc cette deuxième partie de saison entre le championnat où vous êtes placé, la deuxième place, un peu loin du leader, avec des équipes qui collent derrière, la Coupe de France qui arrive. Voilà. Dans ta tête, quel est le truc de se dire qu'est-ce qu'on peut jouer sur cette deuxième partie de saison? On peut tout jouer. Quand on est dans une compétition, il n'y a rien de fini. La Coupe de France, on vient de la commencer. On sait que contre Lille, ça sera un gros match. Ça sera au Vélodrome, sûrement dans un stade à guichet fermé comme d'habitude. Et sur la Coupe de France, c'est juste on doit atteindre nos objectifs. On doit continuer à enchaîner les matchs, continuer à être performant, prendre le maximum de points possible. Et après, on verra la suite. Mais le plus important, c'est atteindre nos objectifs qu'on s'est fixés en début de saison avec le club et les joueurs et le staff. Et après, on souhaite que du bonheur pour l'OM. Benoît. Quentin, bonjour. Je voulais parler de Nîmes. Oui. On l'a vu chambrer beaucoup sur les réseaux. Oui. Je ne sais pas si vous voyez ça. Si, j'ai vu un petit peu. Contre Monaco, contre Lille aussi, il harangue totalement les adversaires. Ça doit être pénible pour eux. Pour vous, ça doit vous booster. Là encore, sur l'entraînement tout à l'heure, il parle tout le temps avec Pierre-Emile, avec Adrien. Comment il est? Est-ce qu'il est pénible? Est-ce que pour vous, c'est un booster? Comment il est dans le groupe? Pour nous, il n'est pas pénible du tout. Du tout. Après, quand on fait des petits tournois ou des matchs, quand il perd, là, il peut être un petit peu pénible. Mais après, c'est quelqu'un qui est compétiteur, qui aime ça, qui aime chambrer, qui aime. En fait, c'est ça. Il vit. Ça fait partie de son quotidien, en fait. Il aime ça. C'est ancré en lui. Et je sais pas s'il a besoin de ça, mais ce qu'il fait, il en a besoin. Mais c'est quelqu'un qui est franchement adorable, qui est un bosseur, qui travaille tout le temps, même si on voit chambrer, tout ce qu'il veut. Mais en dehors de ça, c'est quelqu'un qui est un grand professionnel qui bosse énormément. Et surtout pour l'équipe, c'est un leader. Donc sa personne, en général, est importante pour nous. Loïc. Oui, Quentin, je voulais parler avec toi d'Ulysse Garcia. Oui. Est-ce que tu peux déjà nous parler de ta relation avec lui? Comment tu juges son début de saison? Et est-ce qu'il y a une hiérarchie claire entre vous deux? Est-ce que le coach a défini un numéro 1, un numéro 2? Comment ça se passe sur cette concurrence? La relation avec Ulysse, elle est simple. On est en concurrence, mais la concurrence ne casse pas notre relation. On s'entend très bien. Des fois, au début de match, on se donne des conseils. Peut-être lui, il connaît le joueur qui est en contre moi. Il me donne des conseils sur ce qu'il peut faire, sur ce qu'il ne peut pas faire. Et après, la concurrence, elle est saine entre lui et moi. On a tous les deux envie de jouer. On a tous les deux envie de faire le plus de matchs possible. On se pousse vers le haut. On veut tous les deux aller le plus loin possible. Et c'est ça en fait qui fait que je dis pas qu'on se rend meilleur l'un et l'autre, mais on travaille tous les deux pour jouer. Donc on donne forcément plus parce qu'on veut montrer au coach que c'est moi ou c'est lui. Et après c'est au coach de faire la décision. Après sur la hiérarchie, la question, faudra la poser au coach. Il n'y a pas de hiérarchie. Le coach met le meilleur joueur qui fait les meilleurs entraînements sur la semaine, et le meilleur joueur, il sera aligné sur le 11.
Allez Bruno, on finit avec toi. Non, je voulais poser une question sur le mercato globalement. Oui. Toi, tu n'es pas concerné manifestement, ouais. Mais il y a toujours des mouvements. Il devrait y en avoir encore dans les deux sens à l'OM cet hiver. Comment, quand on est joueur professionnel, on vit cette période-là? Voilà. Est-ce que toi, tu passes complètement à côté? Aujourd'hui, avec les réseaux, avec beaucoup de choses, c'est difficile. Des fois, il y a des infos qui sortent toutes les 5 minutes, surtout quand on est à l'OM. Est-ce que ça peut déstabiliser? On met ça de côté. Comment tu gères ça, toi, d'une manière générale? C'est pas ton premier mercato? Non, ce n'est pas mon premier mercato. J'en ai vécu quelques-uns ici en période d'été et à Nantes aussi. Donc après, moi, je le vis bien puisque je vois le groupe qui n'est pas déstabilisé par les mercatos. Tout le monde reste concerné sur le match du week-end. Tout le monde a envie de gagner ce week-end. Bien sûr qu'on voit tous... les papiers, les tweets, on voit tout ce qui se passe. Je pense qu'on est tous sur les réseaux sociaux, donc on voit tout, mais ça nous dérange pas. On reste focus sur le match du week-end. Après, s'il y a des joueurs qui partent ou des joueurs qui arrivent, on dira merci de leur venue, on dira merci pour tous les conseils qu'ils nous ont donnés. Pour les nouveaux, on les accueille les bras ouverts. Donc on n'est pas dérangé, je pense que tout le monde a vécu des périodes de mercato, tout le monde sait comment ça peut aller vite dans les deux sens, donc ça ne nous dérange pas. Bonjour coach, merci beaucoup, meilleurs vœux également. Vas-y. C'est bon, à la traduction. L'idée, c'est de savoir déjà comment ça va pour votre groupe, comment vous l'avez retrouvé, votre groupe. Est-ce que vous êtes content des efforts qui ont été faits pendant les vacances avec le petit programme qui leur avait été donné? Et puis, comment s'est passée la semaine avant de redémarrer après-demain, s'il vous plaît? Très bien. Les joueurs ont été sérieux et professionnels. Ils ont eu quelques jours de congé, mais je les ai retrouvés comme je les avais laissés. À tous les aspects, que ce soit au niveau athlétique, au niveau du poids, personne en surpoids, et ça c'est quelque chose de très important. Ça témoigne d'un sérieux et ça montre que le football, c'est pas juste 1h30 le dimanche sur le terrain. C'est un travail 24 heures sur 24, également durant les fêtes. Quand on fait ce métier, il n'y a pas de Noël, il n'y a rien. Bonjour Roberto, mes meilleurs vœux. D'abord, comment ça s'est passé pour vous ces fêtes? Est-ce que vous en aviez besoin? Parce qu'on dit que 4-5 mois à l'OM, ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter au-delà de la santé pour vos proches pour 2025? Est-ce qu'il y a quelque chose pour lequel vous signerez sportivement pour l'Olympique de Marseille? Moi, ça s'est bien passé pour moi durant les fêtes. Moi, je suis bien à Marseille. On verra combien je vais faire d'années ici, s'ils me gardent, s'ils arrivent à me supporter. Je ne ressens pas vraiment la pression. Je pense être au bon endroit pour moi. Et c'est une fierté d'être ici. Et donc, je vis ça au mieux, au maximum, comme j'ai vécu toutes mes expériences dans le football, en essayant de donner toujours le meilleur. Et je m'attends à reprendre là où on avait laissé à Saint-Étienne, contre Saint-Étienne, avec l'envie de gagner, de bien jouer, de marquer des buts. Et c'est tout. L'obiettivo è vincere con le Havre, andare a -7 dal Paris Saint-Germain, andare a +3 dal Monaco e fare un'altra grande partita al Velodrome a casa nostra. Non, l'objectif c'est de battre le Havre, ensuite le Paris Saint-Germain, être à +3 sur Monaco et faire encore un grand match à domicile dans notre stade. Loïc. Bonjour coach. J'ai deux questions s'il vous plaît. La première, votre équipe fait partie aujourd'hui des meilleures attaques du championnat. Mais est-ce que vous êtes tout de même satisfait de ce que propose votre équipe offensivement? Est-ce que vous trouvez des fois qu'il y a une grande efficacité de la part de votre équipe, ou justement qu'est-ce que vous voulez améliorer dans cet aspect-là? Ce qu'on peut améliorer, c'est le nombre de buts, assurément. On peut mieux gérer la gestion du ballon,
dans la moitié adverse, savoir quand garder le ballon, préparer les actions de but et savoir garder le ballon quand ça devient important pour préparer une éventuelle passe défensive qui peut arriver après une perte de balle. C'est ça que j'ai à l'esprit. J'aimerais que l'équipe commence à penser à aller trouver le but et non pas le chercher. Et ça fait une grosse différence parce que chercher le but, si tu perds la balle, tu t'exposes au contre-attaque. Alors que quand je dis trouver le but, c'est d'abord penser à marquer, créer les conditions pour ne pas subir de contre-attaque. Et on y travaille. On a bien fait ça également à Saint-Étienne. On a su quand il fallait aller attaquer le but adverse, quand il fallait garder le ballon, le faire circuler. Donc, je suis confiant que sur le temps, on va continuer de progresser. Et justement, là, vous allez affronter une équipe comme le Havre qui risque de jouer bas. Qu'est-ce qui manque justement à votre équipe face à ces blocs bas? On vous a vu à l'aise contre des équipes comme Monaco et Lille qui sont venus vous chercher haut, qui ont laissé des espaces. Qu'est-ce qui vous a manqué justement contre les équipes qui jouent bas au Vélodrome? Mais ça, c'est les opinions de vos collègues, un ancien entraîneur français qui dit ces choses-là. Saint-Étienne a défendu très bas et on a gagné chez eux. Montpellier a joué bas, on a gagné. Jouer contre une équipe en bloc bas, c'est pas comme jouer contre Lille ou Monaco qui viennent presser haut. Tous les matchs sont difficiles. Ce sont des types de matchs différents. Il faut savoir quand forcer l'action, quand savoir faire circuler le ballon plus rapidement. Il faut savoir trouver l'homme libre, aller le trouver. Il faut savoir jouer également dans les petits espaces par rapport aux grands espaces. Et c'est pas la même chose. Ça change les timings, ça change le pressing, le nombre de touches nécessaires. Une fois qu'on arrive à comprendre toutes ces choses-là, on n'aura pas de problème à jouer contre les équipes qui jouent bas ou contre les équipes qui pressent haut. Après, on peut gagner ou perdre contre les deux types d'équipes, mais ce n'est pas le fait que ce soit une équipe qui joue bas qui nous met en difficulté. Il faut vraiment comprendre que ce sont deux types de matchs différents. Contre le Havre, ce sera un match différent par rapport au match de Monaco ou le match de Lille. Contre Monaco et Lille, avec la grosse pression qu'ils mettaient sur nous, c'était plus simple d'aller trouver les actions, c'était plus lisible, plus facile à comprendre. Mais c'était difficile aussi parce que si on perdait le ballon, on pouvait encaisser un but à tout moment. Mais je ne pense pas que ça change grand-chose, honnêtement. Flo? Coach, bonjour. J'avais deux questions sur le mercato, s'il vous plaît. Comment vous gérez cette période, vous, en tant qu'entraîneur? Il y a peut-être des joueurs qui savent, qui sont susceptibles de partir et que d'autres pourraient arriver et donc provoquer de la concurrence. Voilà. Est-ce que vous avez un discours par rapport à ces joueurs-là? Est-ce que vous leur demandez une totale concentration sur les matchs de l'OM? Et est-ce que globalement, c'est une période qui n'est pas facile à gérer pour un entraîneur? Merci. Non, siamo professionisti. Non, on est des professionnels. Siamo professionisti bisogna dare il 100%. Et donc, on doit donner tout à 100% jusqu'au dernier jour où on joue pour une équipe. Et s'il y a un changement, on se salue, on s'embrasse et on change de club. Moi, ce moment-là, je le gère avec Benatia, avec tout le département scouting de l'OM, et en essayant d'améliorer l'effectif. Parce que c'est ce qu'on veut. Pablo Longoria également est très attentif à ça, à l'amélioration de l'effectif. Franck McCourt, en tant que propriétaire, s'est montré toujours disponible pour ça. Et le mercato de janvier doit être un mercato intelligent. Il faut prendre des joueurs spécifiques.
faire de la quantité, mais trouver les profils justes au bon poste, là où ça nous manque, ou les postes où on est un peu plus faible. Et toujours sur le mercato, j'avais une question précisément sur un joueur, parce qu'on a eu des informations comme quoi Rennes avait contacté l'OM pour Valentin Rongier. Est-ce que pour vous, il est hors de question de le laisser partir cet hiver? Qui? Rennes et Rodriguez Sampaoli s'intéressent à Valentin Rongier. Non, Non, il va falloir qu'il cherche un autre joueur parce que Rongier est intransférable. Ouais, bonjour coach. Bonjour. Alors j'ai deux questions à vous poser, mais elles sont liées à la même thématique. Pour être transparent avec vous, je travaille sur un article relatif à la popularité locale et nationale de l'OM. Et c'est vrai qu'à Marseille, on a tendance à dire parfois que la ville vit pour le club et le club vit pour la ville. Et justement, je voulais savoir, dans votre passé, entre l'Italie et l'Angleterre, est-ce que vous avez déjà été confronté à pareille situation, c'est-à-dire un club extrêmement populaire à l'échelle locale et nationale? Et la seconde question, elle est un petit peu plus décalée. Après? Ouais. Ok. Non, l'OM est un club unique. C'est un endroit particulier. Mais je dis pas ça. Je dis pas ça parce que je suis entraîneur ici. Je l'avais déjà dit quand on avait joué ici avec Brighton contre l'OM en Europa League. J'ai souhaité fortement venir ici. Mais c'est pareil pour les joueurs. Højbjerg, Rabiot, Wai. L'OM est un club différent. Ouais, et elle est un peu plus décalée. Je voulais savoir, hors cadre Vélodrome et commanderie, est-ce que vous avez déjà été confronté à des situations un peu cocasses, décalées, où vous vous êtes dit, effectivement, l'OM dépasse le simple cadre sportif, plus dans votre vie quotidienne, entre guillemets, depuis votre arrivée? Merci. Bah, io non sono mai stato. Pour l'instant, je ne suis pas encore allé au restaurant à Marseille. J'ai fait que travailler. J'étais à la commanderie et à la maison. Mais on sent la ville de Marseille quand on travaille ici. On le ressent. Et je pense que pour comprendre l'OM, il faut comprendre la ville de Marseille. Si tu ne comprends pas la ville, tu ne peux pas comprendre qui est au Vélodrome, les supporters. Et toute la ville de Marseille, avec ses belles choses, avec ses problèmes également au niveau de la ville, avec la diversité de la population, la fierté marseillaise. Toutes ces choses-là, si on ne les comprend pas, on ne peut pas comprendre les réactions des gens dans les bons moments et dans les mauvais moments. Une fois qu'on a compris tout ça, on peut tomber amoureux de la ville, ou on peut la détester, mais si on tombe amoureux, là, il y a une connexion qui se passe pour obtenir les meilleurs résultats possibles. Et je pense que ce groupe de joueurs ressent fortement un sentiment d'appartenance à cette ville. Ça va au-delà de l'équipe et du football. Le foot, c'est la vie. Si on ne comprend pas la vie, on ne comprend pas non plus le contexte dans lequel on se trouve. Benoît. Roberto, bonjour. On a appris que Geoffrey était blessé. Est-ce qu'on peut avoir des infos sur la nature de sa blessure, peut-être son indisponibilité? Et est-ce que ça va vous obliger à changer votre système, peut-être dimanche soir? Geoffrey Kondogbia a eu un problème à Saint-Etienne. Ce n'est pas un problème grave, mais il sera probablement absent. Ensuite, on verra. Peut-être qu'on va revenir à 4 derrière. Ou peut-être on pourra continuer comme ça. On a des joueurs, Lilian Brassier, Derek Cornelius, qui peuvent jouer à son poste, également Meïté, un défenseur qui peut jouer dans ces positions-là. Donc, on va voir. J'ai pris ma décision, mais je n'ai pas tout à dire. Mathieu. Coach, bonjour. Vous parlez souvent de vos relations avec les joueurs, le côté un peu famille que vous voulez créer, mais est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre staff, de quelle relation vous avez avec votre staff, comment vous les aimez, comment vous les comprenez, qu'est-ce qu'ils vous apportent? Je pense vraiment à vos proches, que ce soit Marcelo Quinto, Andrea Maldera, Vincenzo Teresa. Voilà, comment vous les définissez au quotidien avec vous? Mon staff est meilleur que moi. Vraiment, c'est des personnes qui sont
meilleurs même que moi dans mon travail. Et c'est comme ça que je veux que ce soit. Moi, je veux m'entourer des meilleures personnes, des meilleurs professionnels. Ade et Marcelo Quinto, on est comme une seule personne, tout le temps ensemble. Mais mon staff que j'ai amené avec moi, il y a aussi les analystes vidéo, l'entraîneur des gardiens qu'on a trouvé ici, le préparateur physique qu'on a trouvé ici aussi. Pour moi, il n'y a pas de différence entre un membre du staff que j'ai amené moi ou qui était déjà au club. Pour moi, c'est la même chose. Moi, je suis très exigeant. Je suis deux personnes différentes. Sur le terrain, moi, j'ai pas d'amis. Mais à l'extérieur, par contre, je suis un collaborateur comme un autre. On a juste des tâches différentes les uns les autres, des responsabilités différentes. Et donc, c'est à moi de pousser, motiver et exiger de chacun le maximum. Et il y a une bonne ambiance dans mon staff. Camille. Bonjour coach. Je voulais vous demander, ça fait maintenant plusieurs mois que vous êtes à la tête de l'OM. Est-ce que votre opinion et votre analyse sur le championnat a changé? Est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont les qualités ou voilà, les fondamentaux justement de ce championnat de la Ligue 1? C'est un championnat qui est plus fort que ce que les gens peuvent penser à l'extérieur de la France. Il est sûrement mal vendu ce championnat par les gens qui le gèrent, parce que la Ligue 1, à l'extérieur de la France, semble a une réputation de championnat de bas niveau, mais en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Il y a des joueurs très forts, des entraîneurs très forts, il y a des stades pleins, il y a des ambiances très chaudes. Peut-être que ce championnat est mal vendu, vendu moins bien que par exemple, la Première Ligue, qui est le meilleur championnat d'Europe, ou la Serie A, qui est un autre championnat très important, ou la Liga espagnole, ou le championnat allemand. Je ne sais pas si c'est un point de gestion, ou c'est un point de communication à l'étranger, mais en italien, par exemple, en Italie, les matchs de l'OM, personne ne les voit, parce que le championnat français n'est pas diffusé. Et c'est dommage, parce qu'il y a des joueurs très forts qui ensuite sont transférés en Première Ligue, en Allemagne, dans d'autres championnats, et qui pourraient rester en France, ou des entraîneurs très forts qui ensuite s'en vont. La France est un pays qui aime le football, et donc c'est dommage que ce ne soit pas apprécié de l'extérieur à sa juste valeur. Michel. Roberto, avant les fêtes, vous aviez dit que si les joueurs pensaient avant le match contre Saint-Etienne aux vacances, vous pourriez cramer les valises. Là, il y a un match contre le Havre, donc on le sait tous que les joueurs Infatti abbiamo vinto 5-0, 4-0, no? Ouais, super. Buono. Donc là, il y a un match contre le Havre et on sait que les joueurs ils vont dire oui, il faut faire attention, c'est un match piège, etc. Mais après, il va y avoir Lille, Rennes, Nice, Lyon. Est-ce que vous, en tant qu'entraîneur, malgré tout, malgré le fait que vous ayez beaucoup de joueurs expérimentés dans votre équipe, vous êtes obligé quand même d'appuyer, de dire faire attention au match piège, c'est pas un match facile, même au Vélodrome. Est-ce que vous avez besoin de ça dans votre approche, dans votre discours? Alors, oui, assurément, je l'ai dit et je le redirai. La clé pour moi, pour continuer à être performant, c'est de se souvenir du match Marseille-Auxerre. Si on se souvient de tous nos matchs, avant de commencer un match, avant de partir du terrain d'entraînement avec le bus, si on repense à ce Marseille-Auxerre, on n'aura aucun risque de se tromper. Après, il y a les adversaires, il y a des faits de jeu, mais au niveau de l'attitude, on n'a pas le droit de se tromper. Et il ne faut pas qu'on prenne à la légère un match qui ne sera pas facile. On peut le rendre facile ce match à la 90e, comme ça a été le cas du match contre Saint-Etienne. Mais au départ, aucun match n'est facile. Et surtout, c'est un match très, très, très important pour tout, pour poursuivre, pour gagner un autre match à domicile, pour consolider notre deuxième place,
même si je ne veux pas que l'objectif soit la deuxième place, nous, on ne doit pas se contenter de deuxième, troisième, quatrième place. Il faut, ce qu'on veut, c'est donner de la continuité dans ce qu'on fait, notamment à domicile, dans un match qui pourrait être un match qui pourrait être très différent des deux derniers. Allez Bruno, on finit avec toi. Oui, deux questions, coach. La première sur Quentin Merlin qui est passé juste avant vous. Est-ce que dans votre esprit, c'est le titulaire au poste par rapport à Ulysse Garcia et où doit-il encore progresser? Voilà, on a l'impression que ce nouveau schéma-là, avec des ailiers, lui va mieux. Mais vous le remplacez souvent en fin de match, par exemple. Pour quelles raisons? Voilà, ces axes de progression. Pour le moment, il n'est pas encore à 100% et je ne veux pas prendre de risques, notamment avec lui. Comme quand Ulysse Garcia, lui aussi, plusieurs semaines, il a été indisponible. Maintenant, il va mieux, donc peut-être qu'il sera du match lui aussi. Mais Merlin, pour l'instant, joue très bien. C'est un joueur de qualité. Moi, je pense qu'il faut qu'il ait pour objectif l'équipe de France. Parce qu'il a la qualité, il a l'âge, il a la personnalité pour avoir cette ambition-là. Après, je ne sais pas si Didier Deschamps l'appellera ou pas, ça, c'est pas mon rôle de lui. C'est pas ma responsabilité. Je ne veux pas faire le travail des autres. Mais il faut que lui il lève son niveau d'ambition. Il faut qu'il fasse des matchs de meilleur en meilleur. Il faut qu'il soit complet quand il attaque et quand il défend. Ça, c'est un aspect qu'il doit améliorer. Mais oui, c'est un joueur important pour ce équipe. Après, est-ce qu'il sera titulaire ou pas? C'est un joueur important. Voilà. Et je voulais vous poser une question peut-être plus personnelle. Est-ce que parmi les défis que vous allez avoir là en 2025, il y a le fait aussi que tous les autres entraîneurs veuillent désormais, après avoir bien vu votre système de jeu, le contrer et ainsi de suite. Est-ce que pour vous, ça c'est un défi, voilà, vous qui découvrez aussi cette Ligue 1 depuis quelques mois, et notamment sur la deuxième partie de saison, s'il vous plaît? Mon défi, c'est de faire le maximum pour aider les joueurs, aider mes joueurs à jouer de mieux en mieux et à mettre l'OM là où elle mérite d'être. Après, ça fait partie de mon travail d'aller de l'avant, d'évoluer toujours, de changer, de progresser, de modifier les caractéristiques des joueurs, changer de système de jeu selon l'adversaire. C'est ce qu'on fait. Mais ce n'est pas un défi entre moi et les autres entraîneurs. C'est un défi entre l'OM et les autres équipes. Moi, je ne suis pas en concurrence avec les autres entraîneurs. La concurrence avec les autres équipes, oui. Ce n'est pas question d'entraîneur. Ce n'est pas un problème que pour moi.